Ouais, ça respire bien. Bah, écoutez, messieurs, bah, on va démarrer. Bah, merci d'être présents aujourd'hui. C'est cool. Franchement, ça fait trop plaisir de vous avoir tous les deux. On a des points communs ensemble. On s'est vus au même endroit, derrière les mêmes caméras, mais à des moments complètement, complètement différents. Merci pour l'invitation en tout cas. Ravi d'être là et de Ouais, vous revoir tous les deux. Le sujet du jour, il est super sympa. Aujourd'hui, c'est bah, pourquoi investir sur son personal branding quand on a quelque chose à vendre? Parce que finalement, j'ai envie de dire, à peu près tout le monde qui a sa boîte ou même des collabs qui changent de boîte, etc. Bah, tu dois te vendre, dans tous les cas, tu dois vendre des choses. Et donc, du coup, aujourd'hui, pourquoi investir sur son personal branding? Je pense que ces deux experts-là vont pouvoir nous en dire beaucoup, beaucoup de valeur par rapport à ça. Et donc, du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif avec les premières questions. Donc, du coup, vous deux, messieurs, je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre. Donc, vous voulez faire ça à pierre, feuille, ciseaux, c'est vous qui décidez. En tout cas, la première question, c'est comment vous définissez chacun le personal branding? Après toi, Mathieu. Merci Victor. Sans même faire un pierre, feuille, ciseaux. Ok, donc je me présente et j'enchaîne tout de suite sur la définition, hein, c'est ça? Ou je laisse quand même Allez, Victor se présenter peut-être avant de partir. allez, on se Je, présente d'abord. Allez-y, les je, gars. je prends le bâtonnet et je prends la parole. Moi, c'est Mathieu, j'ai 34 ans. Je suis très bientôt papa. J'adore créer des relations et du contenu. Et donc, ça fait déjà 14 ans que je fais du growth, du marketing et de la vente en ligne. J'ai bien baroudé. J'ai été dirigeant dans des grands groupes comme Unilever ou LVMH à des postes de e-commerce à la base. Puis ensuite, j'ai évolué en start-up à des postes de directeur marketing comme dernièrement chez Iconoclast. Et depuis 18 mois, je suis coach en personal branding la journée et podcasteur la nuit avec mon podcast qui s'appelle Bonne Réputation et qui traite aussi du sujet du personal branding. J'ai accompagné depuis 18 mois une trentaine d'entrepreneurs et dirigeants à communiquer en leur nom, à porter leur voix au service de leur entreprise, de leur business. Et pour ça, je les aide à se positionner, à créer une stratégie éditoriale et à produire et distribuer du contenu, par exemple des posts LinkedIn. Je passe le baba à Victor pour se présenter. Merci, très, très classe cette présentation. Tellement. Merci Mathieu. Bonjour tout le monde, moi c'est Victor. Je suis footballeur professionnel et à côté, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle Behind the Skills. La boîte a 4 ans, on fait pas mal de contenu vidéo pour monter en compétences sur des sujets market, sales. Vous pouvez aller voir nos chaînes YouTube. Et sinon, on a 2 activités. Une agence de production vidéo, on accompagne des boîtes dans leur strate de contenu marketing. Et plus récemment, on propose de la formation en ligne ou sur mesure, surtout pour les petites entreprises, TPE, PME, parce qu'on va chercher des budgets qu'on appelle OPCO pour faire financer gratuitement des formations et faire venir des experts dans les boîtes. Donc, c'est un peu le gros sujet du moment. Et voilà, moi, je sais faire que des posts LinkedIn, donc je fais ça depuis 4 ans. Et donc, je me dis que personal branding, ça peut être un sujet intéressant à discuter avec vous. Eh ben génial. Alors, cette première question finalement, comment l'un et l'autre vous définissez le personal branding pour mettre un peu le sujet au cœur du débat là aujourd'hui? Je t'en prie, Victor. Je te passe Allez, le j'y baba. vais. Ouais, c'est sympa. Ok, ouais, on va se le renvoyer. On fait une fois chacun. Je Allez, commence et vas-y. tu commences la prochaine. Allez, trop bien. Ça marche. Je sais pas, moi, en réfléchissant un peu à cette question et en essayant, tu vois, de projeter sur des images, je me dis, c'est un peu, alors, elle est très, très société de consommation, ma comparaison, mais quelque part, on se projette. Tu sais, c'est un peu comme être un produit sur l'étagère d'un supermarché qui serait le supermarché de ta vie professionnelle, tu vois. Et moi, je vois vraiment pour se projeter sur le personal branding, tu vas faire tes courses. C'est un peu ça le sujet, c'est de dire, demain, si on avait tous un peu si tu as le même emballage que tout le monde, sur une décision pour qu'on pense à toi, pour sortir un peu du lot, c'est mort, tu vois. Et il y a un travail du packaging, de comment tu te présentes, ça permet auprès d'une personne qui recherche ce que tu proposes, qui va être attirée un peu par ta vibe, d'être, tu vois, d'être plus visible, de devenir une espèce d'évidence. Et du coup, je suis super content de vous partager cette métaphore que je travaille depuis 6 mois. Ah là là, il est beau. Mais la métaphore est belle. Donc finalement, pour toi, Victor,
on doit être C'est un être un produit. putain de packaging. Ouais, voilà, je l'ai dit. Voilà, Putain. voilà. Pardon. On doit être une tête de gondole, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, encore une fois, le packaging, on va pas se mentir. Derrière, on va parler. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le sujet de l'authenticité. J'aime bien dire que personal branding, parfois, les gens ont peur d'y aller en disant, mais je vois ce qui se fait sur LinkedIn, j'ai pas envie de faire comme un tel ou un tel. Très bien, ne fais pas comme un tel ou un tel. Faut y aller avec sa vibe, c'est sûr, mais être conscient que tout ça, tu le fais effectivement pour sortir du lot, pour te démarquer par rapport à des personnes qui feraient peut-être la même chose que toi. Ok, bah écoute, T'en moi penses je quoi, trouve. Mathieu? Bah, j'attendais que tu me passes le baba. Donc, Ah oui, le nickel. Ouais, baba, ok. merci. Ouais, j'en pense que je suis assez aligné avec toi sur l'image du packaging, parce qu'en fait, alors déjà, juste aussi, dans ce que tu dis, il y a un truc qui est vrai, c'est que du coup, c'est pas un truc qui est réservé qu'aux influenceurs. Parce que dans l'imaginaire collectif, nous, là, on est entre nous sur LinkedIn, c'est évident pour pas mal de gens, mais moi, j'entends encore aussi pas mal le truc personal branding, influenceur, tu veux te faire mousser. Non, l'objectif d'un influenceur, c'est juste de monétiser son audience. Alors que pour moi, le personal branding, bah, effectivement, c'est ton packaging, c'est ta marque personnelle. Et quelque part, tu l'as, t'as pas vraiment le choix de l'avoir, tu vois. Et donc, l'idée, c'est que c'est un prolongement de toi, mais c'est pas toi. C'est-à-dire, c'est une marque, c'est la marque qui est attachée à ta personne. C'est une représentation de toi que tu peux travailler, que tu peux changer, que tu peux faire évoluer, qui doit être basé sur la vérité de qui tu es, mais ça reste un prolongement de toi que tu peux changer et qui, au bout d'un moment, je pense, t'appartient plus. À la fin, c'est un ensemble comme un packaging d'éléments tangibles, intangibles, d'éléments émotionnels, d'éléments vraiment tout à fait rationnels, comme de la preuve sociale, une photo de profil, etc., qui font que des gens qui ne te connaissent pas, qui se baladent dans un rayon, vont vouloir te suivre ou bosser avec toi. Et c'est là où je trouve que c'est assez puissant, c'est que plus ce nombre de gens qui ne te connaissent pas, mais qui veulent te suivre et qui veulent bosser avec toi grandit, ben plus ta marque personnelle, elle a de la valeur niveau business. Et l'objectif business du personal branding, ouais, pour moi, c'est, tu disais aussi Victor, c'est d'être une évidence dans la tête des gens. Ouais, je pense qu'il y a ça. C'est d'être, quand les gens pensent à un sujet, ils vont penser à toi. Et c'est d'installer, et pour ça, je pense l'objectif aussi premier, ça va être d'installer une autorité sur ton expertise. Pour que, de la même manière que tu as un savoir-faire et des compétences, grâce à tes compétences, bah, tu vas développer un faire savoir grâce à ton personal branding. C'est intéressant. C'est très intéressant. Et finalement, ça permet de rebondir et aller sur la deuxième question. Quel est l'objectif d'un bon personal branding, selon vous? Donc là, logiquement, c'est à Mathieu de démarrer. Ah bah ok, alors je garde le baba. Ouais, l'objectif numéro 1 pour moi, c'est un objectif d'autorité. C'est-à-dire, c'est pas un truc, je dois être connu tout de suite. Enfin, l'objectif, c'est pas d'avoir tout de suite une notoriété forte, c'est pas possible. Par contre, ça va être de dire, je définis un sujet d'expertise. Je parle du business, hein, on est entre gens qui font du business, donc qui ont des objectifs business. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme audience, etc. C'est juste sur mon sujet d'expertise, je suis identifié comme crédible et donc petit à petit, je construis une autorité sur ce sujet. Et petit à petit, bah, ensuite, je vais pouvoir construire une notoriété là-dessus. Mais c'est important d'avoir ce truc d'autorité dès le début. Et ça, c'est pour moi l'objectif numéro 1. Et donc, en fait, tu vas avoir en fait Enfin, pour ça, tu travailles plusieurs choses. Pour moi, le niveau 1, c'est d'avoir une proposition de valeur qui est claire. Pour avoir une autorité, hein, je parle. Proposition vraiment de valeur qui est claire, c'est-à-dire le pour qui, quoi, en combien de temps. Ce que je propose doit être méga clair. Et si on prend LinkedIn, bah en fait, il faut avoir un profil LinkedIn qui va être taillé comme une page de vente, quoi. Proposition de valeur super claire, appel à l'action super clair. Niveau 2, bah, il va falloir se dire que tu deviens crédible quand tu vends parce que tu as suffisamment communiqué sur tes sujets et donc tu deviens crédible. Les gens voient que tu parles de ces sujets, que tu es expert. Et niveau 3, bah, tu as de la visibilité en continu sur tes sujets. Tu attires des leads en permanence et tu n'as presque plus besoin de prospecter. Ça dépend de ton business. Et voilà, pour moi, c'est ces 3 niveaux-là qui font que, au bout d'un moment, on dit, bah, ce gars, il a une forte autorité, on pense à lui tout le temps, quoi. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je te passe le baba, Victor. Le débat est ouvert. Vraiment, dis-nous tout, Victor. tout l'inverse. J'aimerais essayer de. On sait que ça marche bien à la télé, la crème, mais non, on va être beaucoup d'accord, heureusement d'ailleurs. Moi, j'insisterais sur l'objectif, c'est ultime, c'est de devenir incontournable dans ton domaine, dans ton expertise.
le terme américain qui marche trop bien, parce que c'est toujours plus stylé en anglais, c'est d'être, l'objectif, c'est de devenir top of mind. Tu vois, c'est vraiment de devenir, je sais pas, encore une comparaison un peu chelou, mais de devenir le Kleenex de ton secteur, tu vois, ou le frigidaire, des trucs où à la Ouais, fin, on en parle pas assez, mais un Kleenex, et moi j'ai le réflexe, ah, t'as un Kleenex, c'est un truc de fou. Kleenex, c'est une marque, à aucun moment, non, t'as un mouchoir, tu dis, t'as un Kleenex. Comment les gars ont fait pour en arriver là? Ou tu dis un frigidaire pour un réfrigérateur, tu vois? Eh ben, effectivement. tu vois, devenir cette référence, référence, mais La qui marque fait devient que, le mot, mais finalement. mec, même si t'as un grand-parent qui a son club de bridge et il parle LinkedIn, tac, il me répond Mathieu Bernard, tu vois. Alors, tu vois, ça y a au point que même des personnes qui utilisent pas ton service, qui sont pas dans ta cible, si à un moment ils entendent une conversation, un mot-clé sur un sujet, ah, création de contenu vidéo, Victor Linder, ah, footballeur professionnel, Victor Linder, ça, Victor. je travaille, mais voilà, devenir vraiment incontournable. Eh ben, écoutez, je pense qu'on est très bon. Donc, pour récapituler, pour l'objectif, c'est avoir une autorité assez forte, puis une notoriété, définir du pour qui, pourquoi, en combien de temps. Pour le premier niveau. Le niveau 2, on va être sur de la crédibilité, donc asseoir sa crédibilité. Et Ça puis, passe par les contenus, voilà. par voilà, je pense, toute une ligne de contenu assez précise et pour dans un seul but, attirer du lead et comme dit cet Américain Mr. Lander, être top of mind finalement sur son domaine ou sur sa niche ou sur son activité en Ouais. général. Les, Effectivement, les, ouais. Les Américains disent aussi be a Kleenex. C'est très. Voilà. il est fou, il est fou. Donc, ok, être incontournable. Donc là, aujourd'hui, on est en live sur LinkedIn. Il y a d'autres canaux que LinkedIn. Est-ce qu'on peut enchaîner sur peut-être des canaux à privilégier ou peut-être donner des exemples de bons personal branding ou faire les deux en même temps, les canaux et les exemples qui vont avec. Ça, c'est une question pour moi. Je le Ouais, sentais, celle-là. Je l'attendais, exactement. cette question-là. Les canaux à privilégier. Ce que je trouve intéressant, et j'aime bien répondre, dire déjà, faut connaître les canaux. Faut déjà, souvent même, j'ai envie de dire, faut aller choisir un canal qu'on n'utilise pas, sur lequel on n'est pas consommateur. Je pense surtout au début, c'est une erreur. Je dis pas que ça peut pas fonctionner, mais tu te mets, créer du contenu régulièrement, développer son personal branding, c'est un long chemin tortueux. Tu vois, alors si en plus tu te dis putain, j'ai vu que TikTok, c'est là où les gens passent le plus de temps. Alors je l'utilise pas du tout parce que je suis un boomer, mais je vais devenir développer mon personal branding sur TikTok. Rien que dans la phrase, il y a rien, enfin, on sait qu'il y a rien qui fonctionne parce que déjà aller sur, je trouve, un canal où on est à l'aise, on comprend les codes, c'est une chose importante. Une fois qu'on a dit ça, là, j'aime bien dire au début, pas hésiter à, je sors un peu de la question volontairement, mais une fois si on a choisi son canal comme ça, évidemment, tu vas aussi sur un canal où se trouve ta cible. Mais là aussi, attention aux idées reçues, je trouve. Je cite souvent l'exemple de, heu, on m'a souvent dit: «Mais non, mais nous TikTok, il y a que des jeunes, de 18 ans max, moi je veux toucher des gens de 30 ans». Prenons cet exemple-là. Oui, mais enfin, il y a majoritairement, c'est en train d'évoluer, majoritairement peut-être des personnes de 18 ans, mais de mémoire, la TikTok, je sais pas où ils en sont, mais je crois que c'est 500 millions d'utilisateurs. Enfin, c'est un chiffre colossal. Donc même si, tu as que 20 de personnes qui ont 30 ans, potentiellement, ces 20 tu les touches, sur 500 millions, ça fait un beau paquet de gens. Donc, tu vois, moi, je suis team, je sais que là-dessus, ça peut diviser, mais je suis team vraiment, plutôt que se demander de trop analyser la cible, le truc, va sur un réseau avec lequel tu es à l'aise et puis après adapte-toi au contenu. C'est sûr que, si tu commences à faire je vais citer un exemple, mais tu fais des shorts très TikTok et tu les fous sur, LinkedIn,
c'est bizarre parce que je fais un peu ça de temps en temps pour tester, mais je vois bien que c'est pas ça qui fonctionne le plus. Moi, je peux entre guillemets me permettre de le faire parce qu'on va parler de ligne éditoriale, ça fait partie un peu de ma strate de contenu. Mais mon contenu TikTok, là où il fonctionne bien, il va faire 16 000 vues sur TikTok et il va faire beaucoup moins d'impressions sur LinkedIn. Donc après aussi, s'adapter un peu aux formats qui sont proposés par le canal. T'en penses quoi, Mathieu? C'est chiant, ouais, c'est vrai que je suis d'accord, quoi. Ah Donc, merde. tu vois, j'aimerais bien, pareil, mais on est souvent d'accord. Non, mais c'est très, très vrai. Et enfin, je suis particulièrement d'accord avec le fait pour choisir un canal, la première question qui est éliminatoire, c'est est-ce que ma cible, est-ce que mes clients potentiels sont sur ce canal? C'est vraiment une première question à se poser parce que s'ils sont pas là, c'est dommage. Et ensuite, j'aime bien ce que tu dis aussi, c'est que ça dépend aussi de ta personnalité, de ton usage. Si tu es quelqu'un qui adore parler face à la caméra, bah oui, TikTok, c'est peut-être plus fait pour toi. Si tu es quelqu'un qui est plutôt introverti, qui aime bien écrire, bon, ça va être plus LinkedIn. Donc, il y a la question de la personnalité aussi, parce que l'enjeu derrière, c'est de durer dans le temps. L'enjeu, enfin, on sait qu'on est dans un jeu d'effets cumulés. Hein. Le personal branding, c'est aujourd'hui, tu mets 1 heure à produire un post, tu vas peut-être avoir, je sais pas, 5000 vues. L'objectif, c'est que demain, parce que tu as fait à force de poster, tu n'as jamais lâché et tu as une super audience, tu vas mettre 1 heure à écrire un post, tu vas avoir 10 fois plus de vues. Donc, c'est vraiment des effets cumulés. Et donc, il faut durer. Et pour durer, il vaut mieux choisir un canal où tu as des résultats parce qu'il y a ta cible et parce que tu es à l'aise. Et en termes de temporalité, moi, je pense qu'il y a des canaux de visibilité. Donc, LinkedIn ou TikTok, c'est des canaux de visibilité fortes parce que l'algo, même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, peut te pousser assez vite. Tu as des canaux qui font de la rétention comme le podcast ou la newsletter. Et tu as des canaux plus matures comme YouTube ou Insta, mais qui sont un peu chauds. Enfin, c'est long, c'est dur d'émerger sur ces canaux-là. Et parce qu'ils sont plus matures que les gens qui sont là, qui ont des grosses audiences, ça fait longtemps que ça existe, donc il y a un niveau professionnel quasiment. Ça se professionnalise aussi sur LinkedIn et TikTok, hein, mais ils sont un peu plus récents et l'algo permet d'aller plus vite. Et moi, je pense que la bataille numéro 1, c'est la bataille de la visibilité. En vrai, il y a toujours des exceptions, il y a toujours un gars qui va se lancer sur YouTube et exploser, un gars qui va se lancer. Mais il y a quand même une bataille de la visibilité à avoir. Et pour les gens, je pense, qui nous regardent aujourd'hui, qui ont un truc à vendre, au début, LinkedIn, c'est super pratique pour avoir de la visibilité rapide. Et si vous êtes dans de la vente de services B2B, vous êtes quasiment sûr que les gens sont là. Donc c'est intéressant d'aller chercher la visibilité en premier. Sinon, le risque, c'est de ne pas avoir trop de résultats et de se décourager. Et après, moi, je recommande un canal à la fois, quitte à recycler son contenu sur les autres canaux, mais plutôt un canal à la fois et mixer les formats. Sur LinkedIn, je le disais, Victor, on peut quand même si ce n'est pas le canal de la vidéo, on peut quand même faire des textes plus des images, des sondages, des carousels, des posts avec de la vidéo. Donc, on peut faire sur un même canal, mixer beaucoup de formats et donc recycler un peu, dire je ne vais pas faire une ligne dédiée à Instagram à côté, mais je peux quand même tester d'autres canaux parce que je recycle. Et donc, moi, par exemple, mon exemple, c'est que au début, j'ai tout mis sur LinkedIn. Une fois que j'étais pas trop mal sur LinkedIn et que je pouvais communiquer, j'ai lancé mon podcast. Un podcast, il n'y a personne qui vient sur le podcast au début. Donc, il faut pouvoir communiquer dessus et faire venir des gens. Donc, j'ai communiqué sur LinkedIn pour faire venir des gens sur mon podcast. Il y a de plus en plus de gens sur mon podcast et c'est un levier de rétention. J'ai fait un passage en vidéo sur mon podcast qui m'a permis de faire des vidéos pendant mon podcast que je republie sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Et j'ai une newsletter aujourd'hui. Et pareil, c'est un levier de rétention et je communique pour ramener des gens sur ma newsletter grâce à LinkedIn. Donc, sans la visibilité au début, c'est compliqué d'aller sur les autres canaux. Voilà pour ma longue réponse. Voilà, c'est très parlant. Oui, tu commences à te créer une visibilité sur un canal, puis après, derrière, tu vas en tester d'autres et essayer d'aller glaner soit une autre typologie de visibilité, ou les gens qui sont sur le premier canal où tu commences à être bien visible et exploser, tu les emmènes vers un autre canal où peut-être que tu vas faire d'autres typologies de contenu ou des contenus peut-être un petit peu moins, si on prend l'exemple entre LinkedIn et Insta. Concrètement, est-ce que tu conseillerais de parler de la même manière, de diffuser les informations de la même manière, ou les mêmes informations ou non? Les mêmes infos, oui, mais pas de la même manière. Après, moi, je suis pas très bon sur Insta, donc je donne pas de conseils là-dessus. Mais par contre, je constate, en étant pas très bon et en faisant juste un peu de recyclage,
que non, c'est pas de la même manière dans le sens où c'est pas les mêmes formats. Et donc, la Victor qui fait plus de vidéos va être meilleur que moi pour répondre, je pense. Non, pas Non. du J'ai envie d'être. J'arrive pas. Ouais, non, c'est. Il y a quand même, je me répète peut-être un peu, mais un sujet de comment dire, un canal. En fait, faut regarder, je trouve, sur un canal. Le plus intéressant, c'est de voir un peu les nouvelles fonctionnalités que sort un outil. Je prends un exemple. YouTube, quand ils ont sorti les shorts, donc inspiré, hein, c'est après, il y a eu TikTok et là, tout le monde a copié un peu, a dit OK, ce format-là, il cartonne. On va installer un Insta avec les Reels et du coup, YouTube est arrivé derrière avec les shorts. Ben, ce format, il arrive, faut plonger dedans. Et c'était d'ailleurs au début, c'était intéressant parce que tu avais des pics de reach grâce à ces contenus, en mettant ces contenus-là. Parce que tu imagines bien que l'équipe, là, les je sais pas combien de devs qui sortent une feature, tout le monde bosse dessus pendant des mois. Au début, ils sont tout contents de t'aider à la pousser. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais il faut forcément, en tout cas, faire une veille sur son canal de prédilection. Ouais. Alors là, j'avais une question de Benjamin qui nous demandait votre avis, en tout cas, sur les différentes postures, explorateur versus expert. Ah. Voilà, en sachant que je crois que quelqu'un on a déjà parlé il y a peu. Mais je peux la prendre, celle-là. Enfin, je peux la prendre en premier. Moi aussi, j'aurais pu, mais je te la laisse. Ah, bah, vas-y. Attends, non, en plus, c'était à toi. J'ai pas compris la question. Vas-y. Posture de l'expert, posture de l'explorateur. Oui, attends, la question, c'est la différence ou laquelle prendre? Attends, je la vois. Un avis sur la posture de l'expert et la posture de l'explorateur. Ouais, mon avis là-dessus, c'est que la posture. Alors, déjà, juste pour en parler, la posture de l'expert, c'est je vais faire que des posts qui parlent essentiellement à ma cible, aux gens à qui je veux vendre un truc. Et donc, je vais faire des posts très experts. Et potentiellement, le risque de ça, c'est que ça va être un peu impersonnel. Je vais donner des cours, je vais donner des méthodes. Ça peut être un peu froid. Je vais montrer des schémas, etc. Et donc, le problème de ça et le risque de ça, c'est que quand tu n'as pas d'autorité encore en place, quand tu débarques, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'expertise. Hein. Tu as peut-être 10 ans d'expertise, mais tu débarques sur LinkedIn, par exemple. En fait, personne va t'écouter. Ça va pas marcher, ça va pas faire de visibilité parce que tu n'as pas encore une autorité qui est à la hauteur de ton expertise. Et en plus, le biais de ça, c'est que tu vas potentiellement te cacher derrière des contenus super intelligents, mais pas trop te montrer. Et on sait qu'on est sur un jeu de répétition et de mémorisation aussi. Et on est sur des réseaux sociaux, donc important de mémoriser des visages. Mais ça, on pourra en reparler. Posture de l'explorateur, c'est j'arrive, je prends pas une posture haute d'expert, mais plutôt je raconte un peu ce que j'ai appris. Je documente, je dis qu'est-ce que j'ai appris. Et ça, c'est une posture qui est meilleure, à mon sens, pour démarrer. J'ai fait un épisode dans mon podcast avec une femme qui s'appelle Mathilde Cossé, qui c'est marrant, elle s'est lancée sur LinkedIn. Elle était étudiante, elle avait 22 ans, elle avait zéro expertise, zéro abonné. Elle est montée à 80 000 abonnés en un an, alors qu'elle n'avait pas d'expertise. Et en fait, la posture qu'elle a prise, dès le début, elle a dit « Tout ce que j'apprends, je vous le raconte ». Elle n'a pas cherché à donner des leçons sur un sujet particulier. Et donc, c'est bien la preuve. Enfin, elle a rempli un Stade de France. Enfin, son audience est immense. Et c'est bien la preuve que la posture de l'explorateur, elle marche bien au début. Et je vais donner un exemple concret. Par exemple, je pourrais choisir, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps. J'aurais pu faire un post qui s'appelait les 5 règles d'or pour passer un cap en freelance, pour passer un cap dans son business en freelance. Et je donne les 5 règles d'or. Super, c'est expert, mais c'est un peu impersonnel. Et à la place, j'ai fait un post où j'ai raconté, j'ai eu la chance de manger chez Anne-Sophie Pic, parce que son resto 3 étoiles est à Valence, là où j'habite, et je me le suis fait offrir pour un anniversaire. J'ai eu la chance d'y manger. J'ai observé 5 règles que les indépendants devraient piquer au restaurant 3 étoiles. Et donc là, je parle de quelque chose que j'ai fait moi. Les restos, ça, a priori, ça parle à tout le monde. Et je parle d'une expérience de restauration et de ce que j'en tire, de ce que devrait prendre un freelance. Et en vrai, j'en tire des choses que j'ai vraiment observées. Mais voilà, j'ai pris une posture d'explorateur et ça fait toute la différence, en fait. Et quand on a quelque chose à vendre, vaut mieux être dans quelle posture? Plutôt explorateur, plutôt expert? Ça, c'est une question de Benjamin là, qui vient de rebondir sur ce que tu viens de dire sur LinkedIn. Moi, je pense que c'est toujours un mix qu'il faut faire, mais je pense vraiment si t'en es au début de l'histoire, tu peux pas te permettre de faire que des posts experts. Une fois que tu es installé, que tu n'as pas combien d'abonnés,
Oui, là, tu peux faire des gros posts experts et ça va naturellement, tu as une audience installée, tu vas avoir du répondant. Mais non, moi, je pense qu'au début, la posture d'explorateur, elle vend vachement parce que tu peux raconter comment tu as fait pour solutionner. Je sais pas, tu peux dire les clients que j'ai ont toujours 3 problèmes récurrents, voilà comment je les ai réglés. En fait, tu parles de ce que tu as fait, tu racontes de ce que tu as fait, tu ne prends pas une posture haute, tu dis voilà moi comment j'ai fait pour régler ces 3 problèmes. Donc, tu vois, tu peux tout à fait parler des sujets de ta cible en prenant cette posture de l'explorateur. Et en fait, le fait que tu parles des choses que tu as fait, par exemple des problèmes de tes clients qui sont récurrents et comment tu les as réglés, tu vas donner des chiffres, tu vas donner des cas concrets, etc. Mais en fait, ça vend parce que les gens, ils ont besoin de voir des chiffres, ils ont besoin de voir du concret. Et en fait, ce qui va vendre, c'est aussi le fait que tu mettes un appel à l'action à la fin. Enfin, c'est donner des chiffres, donner des exemples. Donc c'est pas du tout. Il n'y en a pas une qui vend plus, mais je pense que c'est le sujet ensuite que tu choisis, quoi. Si tu parles du problème de ta cible, tu vas leur vendre. Mais je vais passer le baba à Victor parce que là, j'ai beaucoup monopolisé. Non, t'inquiète, j'ai un truc assez intéressant parce que j'ai juste un exemple à partager. Une fois, je me suis amusé à donc j'ai un compte LinkedIn qui est un peu parfois j'ai l'impression que c'est un journal intime mais que je partage à 26 000 personnes, c'est un peu bizarre. Mais tu vois, je suis très fouilliste. Bref, c'était ma brain, c'est pas le sujet là. Et je me suis dit, ce serait marrant maintenant que j'ai compris un peu les codes de LinkedIn de voir ce que donne un compte si je pars de zéro et qui a une promesse ultra claire et qui parle que d'une expertise. J'ai fait comme dans ma vie, dans une autre vie depuis 6 ans, j'ai fait beaucoup d'accompagnement sur du social ads et du LinkedIn ads et et du coup, j'ai dit: «Bon, bah, pour tester, c'est facile, je vais créer un compte». Donc j'ai un autre compte, vous pourrez le voir, je l'ai appelé, Victor L, c'est un truc, si LinkedIn le voit, il va vite disparaître, mais bref et j'y suis allé à promesse, dire: «C'est un compte, je parle que de LinkedIn ads». Promis, je parle pas de trucs, inspirationnels, d'autres sujets, de trucs. Voilà, c'est pas le sujet forcément qui sera le plus fun pour tout le monde, mais je parle que de ça. C'était marrant à voir parce que je me suis tenu un peu ma rigueur. J'ai testé à fond, je pense, pendant même pas 2 mois, à coup de 2-3 posts semaine. Je partageais mon Ouais, c'est expertise. bien quand même. Vous pouvez aller voir le compte, il doit avoir à peine 300 abonnés, ce qui peut paraître rien. Les posts, ils font peu de likes, voire pas. Je te jure, ce compte, je pourrais fermer ma boîte et me lancer consultant LinkedIn Ads. J'ai reçu, mais un nombre de demandes d'accompagnement, de trucs. Alors, attention, je balance cet exemple, je dis pas que c'était peut-être aussi qu'il y a pas énormément de gens qui créent du contenu là-dessus, mais ça envoie quand même. Mais ça, moi, j'ai halluciné de dire, putain, à la fin, qu'est-ce qu'on recherche derrière le personal branding? Et très souvent, je pense, si tu veux pas devenir influenceur, c'est pour souvent vendre une expertise, te vendre, et c'est le sujet de ce live. Ah punaise, mon truc avec 300 abonnés, potentiellement derrière, il y avait 10 000 euros de CA à peu près hein, à la louche, potentiel, juste parce que j'ai fait un truc qui m'a pris peu de temps. Voilà. Je trouvais intéressant de partager ça. Ouais, super intéressant. Mais Franchement, tu vois, tu es on- sur aussi. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu es sur un sujet super niché. Tu donnes que de l'expertise et ta promesse, elle est claire. Et tu te lances en connaissant déjà bien le réseau. Donc, bref, je pense que tu as 2-3 unfair advantage quand même. Mais trop intéressant, ouais. Ouais, bien sûr, à prendre avec des pincettes, c'est sûr. Mais tu vois, là, je vois en parallèle la question qui a droppé de. Alors, je sais pas si il y a une question de Paul, je vois la question de Benoît. Tu vois, en mode, c'est une vraie question, ça, de dire à la fin, si t'es sur YouTube, les podcasts, la news, le machin et tout. Si je comprends bien, c'est bon, bah, comment tu trouves du temps pour au final développer ton business, des livrets et tout. C'est un vrai, d'accord, vrai sujet. Et là, pour le coup, moi, de base, j'étais pas le mec le plus organisé du monde. Je reprendrai ce que tu as dit, Mathieu. Déjà, peut-être pas aller sur YouTube, podcast, newsletter et tout dès le début. Prendre un canal, le tabasser, mais faire preuve de patience et surtout une organisation. Moi, j'ai encore, je le fais plus forcément tous les jours, mais tous les jours dans mon agenda, j'ai 1 heure dédiée à LinkedIn. 1 heure au début, 1 heure pour interagir un peu, pour créer une publication. Et certains trouvent que c'est beaucoup, certains trouvent que c'est peu. Bref, mais en tout cas, je sais que c'est à ce moment-là que je le fais, pas à un autre moment. Et le reste du temps, ben, je fais les autres trucs, quoi. Juste, il faut pas, pour répondre à Benoît, le gros piège aussi, c'est de se comparer à des gens qui sont là depuis des mois, voire des années,
Et donc, effectivement, les gens que tu vois qui sont partout, je sais pas, je vais prendre l'exemple de Juliette Cadeau que j'ai eu dans mon podcast il y a pas longtemps. Bah oui, elle est sur TikTok, elle est sur Insta, elle est sur YouTube, elle est sur LinkedIn, bien sûr. Donc oui, elle est partout, mais en vrai, quand tu déconstruis le truc, elle a mis plusieurs années et elle a tabassé uniquement sur LinkedIn pendant 1 an et demi. Et ensuite, elle a pour aller partout, c'est-à-dire en vidéo sur TikTok, Insta, YouTube, etc., elle l'a fait après et elle a investi, elle s'est fait accompagner, elle n'est pas toute seule. Donc en fait, elle fait appel à Clément SSB, que j'ai eu aussi dans mon podcast, qui lui fait ses vidéos et qui lui publie. Donc en fait, parfois, on peut se comparer à des gens, on croit que c'est eux qui font tout, mais déjà, c'est pas eux qui font tout. Et surtout, quand on déconstruit, c'est rare qu'ils soient lancés sur tout en même temps, quoi. Ouais, clairement. Mais bon, après, c'est bien aussi de voir la personne dans un premier temps et sur sa niche ou sur un seul canal, et puis après de la redécouvrir différemment sur d'autres. Donc, je trouve que ça humanise un peu le truc. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Grave. Non, mais il y a un sujet qui est montrer sa tête, mais t'as pas besoin d'être sur plein de canaux. Comme disait Victor tout à l'heure, il met des vidéos type TikTok sur LinkedIn. Et je pense que, par exemple, si tu es que sur LinkedIn, et tu peux très bien, en variant les formats, faire des posts experts et de temps en temps, faire des posts avec ta photo ou faire des posts avec toi en vidéo. Et là, ce qui est cool, c'est que ça va créer une proximité, ça va créer par la répétition une mémorisation de ta tête. Parce que en grande distri, en rayon, bah, avant que tu achètes ce putain de pot de Nutella, bah, tu l'as vu plein de fois en fait. Tu l'as vu à la télé, tu l'as vu sur plein de pubs. On parle de 7 fois en termes de répétition pour voir une marque. Mais en fait, imagine toi qui est inconnu, qui n'est pas une marque Nutella, qui ne fait pas des pubs télé et qui a un truc à vendre qui est plus qu'un pot à 10 balles. Bah, il faut quand même que les gens, avant qu'ils sortent leur porte-monnaie, ils t'aient un peu vu. En tout cas, c'est plus facile. Et donc, effectivement, voir les gens, je pense que, ça aussi, on sous-estime le fait de se montrer, en tout cas montrer son visage, ça crée de la mémorisation. Pour devenir top of mind, comme disent les Américains, je pense que quelqu'un qui devient top of mind, bah, souvent quand on se souvient de quelqu'un, on se souvient aussi de sa tête. Donc effectivement, c'est important. Mais il n'y a pas besoin d'aller sur tous les réseaux pour ça. Enfin, à mon sens, il n'y a pas besoin d'y aller, tout de suite en tout cas. Ok, donc quand on démarre, c'est un seul, on tabasse, comme disait Victor aussi tout à l'heure, et ça se rejoint beaucoup avec tout ce que tu viens de nous dévoiler, Mathieu. T'avais 3 piliers. Il y avait 3 piliers qu'on aurait pu aborder. Tes 3 piliers, si tu peux nous en parler, positionnement et 2 autres. Oui, mais alors très rapidement, parce qu'en fait, Ouais, on en a pas mal parlé. Ça récapitule vachement bien. Ouais, c'est pour le comment. En tout cas, moi, comment je fonctionne avec mes clients, c'est que d'abord, effectivement, on travaille sur et on va prendre l'allégorie avec le post LinkedIn. Par exemple, quelqu'un veut se lancer sur LinkedIn, ok? Bah, pour devenir top of mind, l'objectif ultime, avoir une méga autorité sur son sujet. Bah, et pour vendre, du coup, parce que l'enjeu, c'est de vendre. En fait, le premier pilier, ça va être de bosser ce qu'on appelle le positionnement. C'est le pilier identitaire et ça va être concrètement un profil taillé comme une page de vente. C'est-à-dire que j'ai une super photo de profil, j'ai les bons mots-clés dans mon titre et dans ma bannière, où il y a ce fameux pour qui, quoi, en combien de temps. Je suis positionné sur une expertise, sur une proposition de valeur qui est super claire. Et au moins, j'ai le bon appel à l'action aussi sur ma page de profil, c'est-à-dire ça va vers mon site ou vers un rendez-vous, peu importe, selon l'objectif. Là, on est positionné de manière claire et au moins ensuite, tous les efforts déployés, ils ne vont pas envoyer les gens dans un panier percé. C'est un peu dommage sinon. Donc ça, on sait qu'au niveau de la vente, au niveau de cette étape qui va être assez proche de la vente, on est bon. Ensuite, pour ramener des gens sur une page LinkedIn, il faut ramener du trafic dessus. C'est un peu comme une page web, une page de vente. Et donc pour ça, il va falloir communiquer. Pour communiquer, il va falloir faire des posts. Et en fait, il faut faire une stratégie de contenu. Donc là, on bosse ce deuxième pilier qui est la stratégie de contenu qui va amener de la crédibilité. Comme disait Victor tout à l'heure, qui a donné un super exemple, c'est que il a créé un nouveau compte, il a posté du contenu super expert. Donc ça marche aussi. Pendant plusieurs mois, il a chopé une crédibilité sur le sujet puisque des gens voulaient bosser avec lui sur les LinkedIn Ads. Donc c'est le pilier crédibilité que tu bosses avec la stratégie de contenu. Et en réalité, ça sert aussi pour la crédibilité. Mais ensuite, tu as le troisième pilier qui est le réseau. C'est-à-dire une fois que tu es super clair, que tu prends la parole, c'est beaucoup plus facile d'activer le réseau. En réalité, tu les bosses en parallèle, les piliers. Mais le réseau, le fait d'aller interagir avec les gens, quand tu prends la parole, tu vas interagir aussi avec
sur les posts des gens. Si tu es sur LinkedIn, tu vas interagir en messagerie, tu vas te connecter avec des gens. C'est ça qui t'apporte de la visibilité aussi. Il ne faut pas croire qu'on y arrive tout seul. C'est-à-dire personne émerge de nulle part comme ça tout seul. On est sur des réseaux sociaux. Et donc travailler, dans les réseaux sociaux, il y a réseau. Et donc c'est le troisième pilier qui est très important pour amener de la visibilité. Mais c'est dommage de le bosser au début sans s'être positionné et sans prendre la parole parce que tu le bosses de manière beaucoup plus hasardeuse, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, positionnement, stratégie de contenu et réseau qui servent à identité, vente, crédibilité, visibilité. Pour moi, c'est un peu les trois gros. Victor, je te passe le baba parce qu'il y a peut-être d'autres trucs. Hein. C'est la classe. Non, moi, je reprends. Je suis vachement aligné avec tes piliers. Je vais peut-être rajouter une petite couche pour que ce soit bien compris, entendu, puisque je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, faut l'avoir, faut se le répéter, faut vraiment avoir ça en tête. Si je le reprends en partant de la fin, le réseau, c'est les meilleurs ambassadeurs. Interagir. Moi, je veux des gens faire du contenu et je vois souvent par exemple des potes qui postent de temps en temps sur LinkedIn pour annoncer une grande nouvelle ou quoi. Tu sais qu'ils postent de temps en temps parce que ils vont dire tiens, je change de taf ou j'ai une augmentation, machin, j'ai un nouveau poste. Ils vont recevoir plein de commentaires, félicitations et tout. Mais ouais, dans 90% des cas, ils prennent pas le temps de répondre. C'est marrant. Ouais. Et là, tu sais que c'est le b.a.-ba. Tu crées du contenu, tu essaies de créer une communauté. Prenons le parallèle dans la vie, quoi. C'est comme si tu es là, tu es à table, tu racontes une vanne, tu as tout le monde qui te dit elle est sympa ta vanne, qui essaye d'échanger avec toi et tu te casses de la table. Ça a pas de sens. Enfin, je vois vraiment pas le. C'est comme dire, je sais pas, pour reprendre des codes, quand tu as des produits qui sont poussés et que les gars mettent vu à la télé, c'est un sujet, c'est ton réseau, ton meilleur ambassadeur. Ouah, vu à la télé, bref, je m'associe à ça. Donc vraiment, c'est pour ça, en partant de la fin, c'est peut-être celui au final qu'il faut prioriser. Ou alors, faut pas commencer à faire du contenu si t'as pas ça en tête. Et après, ouais, pour revenir sur stratégie de contenu, on va en parler, mais on n'en parle jamais assez. C'est vraiment penser marathon. J'ai une strate de contenu. Attention, pas se dire bon allez, cette semaine j'ai pas le temps, j'arrête. C'est mort d'avance. C'est le truc. Faut vraiment miser sur le moyen long terme. Sinon, ça sert à rien d'y aller. Un peu comme du SEO. Et du coup, ça fait le bon parallèle avec le positionnement. Positionnement, ton ADN de marque et je parlais de SEO parce que je pense forcément à Amandine Barthes, la loutre du SEO. Vous la voyez sans doute passer sur LinkedIn. Amandine, pour moi, elle a tout capté. Et avant tout le monde, elle est allée sur OK, SEO sans migraine. Je vais un peu simplifier ce monde assez hasardeux et très technique du SEO. Et elle a investi, elle en parle, une grosse somme de sa poche pour créer sa mascotte, cette fameuse loutre du SEO, où des gens pourraient dire waouh, t'as mis tant pour un espèce d'avatar, c'est une connerie. Ou tu rigoles, ça a été la preuve, elle est ultra identifiable. Et on en revient au top of mind. Boum, j'ai dit SEO. Je vous cite l'exemple d'Amandine. Donc, ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que tout le monde doit forcément faire tiens, il faut que je me trouve un animal totem ou quoi. Je vous dis juste que elle, c'était sa vibe. Elle y allait à fond et elle est ultra identifiable. Voilà, packaging, sortir du lot. J'ai l'air énervé, mais je suis très calme. Ouais, j'étais à deux doigts de couper la caméra. Mais ouais, non, c'est un bon exemple et je pense qu'il y en a beaucoup et c'est vachement bien fait quand tu le vois et que ça arrive sans s'en rendre compte finalement. Tu penses à un sujet, tu penses à une personne et c'est là que la magie opère finalement. Et tu te dis putain, et quand tu y penses un petit peu, tu te mets un petit peu au-dessus et tu te dis putain, c'est trop bien fait. Enfin, moi, je trouve ça. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui, quand c'est bien fait, c'est un peu comme une vente. Quand c'est bien fait, tu te dis, c'est magique. Tu vois, tous aller à des rendez-vous, sûrement, tu te dis, putain, le plan s'est déroulé sans accroc, tu vois. Et ça, c'est quand même ultra intéressant. Et sinon, il y a des principaux leviers pour exploser en ligne. J'en ai trois, moi. Ouais. Si je peux prendre le. Allez. On peut parler, mais encore une fois, on le répète jamais assez. Je dirais constance, qualité, interaction. Ok. C'est de dire constance, tout est dans le mot. Mais à un moment, s'il n'y a pas créé du contenu, s'il n'y a pas un certain volume,
ça sert à rien. C'est encore une fois, je le répète, marathon, rail, se projeter, dire, je sais plus quoi. Je crois que c'était un créateur de contenu américain, donc j'ai oublié le nom, qui parlait de YouTube. On disait un YouTube très dur à pénétrer comme audience. Il y a des gens déjà super bien installés. YouTube, il disait, tu te lances sur YouTube, tu fais des vidéos pendant 1 an, et au bout d'1 an, tu regardes derrière toi. Façon de dire, pas dire que tu n'as pas le droit d'être dans l'analyse pendant 1 an, mais façon de dire, ça ne sert à rien d'analyser quoi que ce soit tant que tu n'as pas réussi à créer du contenu pendant 1 an. La fréquence, c'est un autre sujet. Je ne vous dis pas faire une vidéo tous les jours parce qu'on arrive donc à la qualité, mais déjà avoir ça en tête et se donner un objectif de bon, vas-y, j'y vais à telle fréquence parce que je peux le faire. Et c'est pas au bout de 2 semaines, je me dis, oh là là, il n'y a pas de résultat, je me casse. Qualité, forcément, on y vient. Nous, on l'avait très vite senti sur notre chaîne YouTube. Vidéo tuto sur un monde un peu B2B, où surtout il y a 4 ans, les vidéos étaient pas. La qualité de vidéo était un peu arriérée par rapport à ce qui se faisait à côté, on trouvait. Tu vois, on y allait avec une vibe un peu sympa, un contenu bien dynamique et tout. Bah, tout de suite, on a eu des retours là-dessus en mode, j'ai regardé le tuto jusqu'au bout alors que ça parle de marketing. Merci les gars, parce que j'ai besoin de monter en qualité là-dessus. Je dis aussi qualité, puisque surtout avec l'ère ChatGPT, l'IA et tout, il y a des outils très bien. Je dis pas qu'on peut pas les utiliser pour s'inspirer pour autres et tout, mais attention à cette facilité de se dire, allez, je vais prendre quelques créateurs que j'aime bien, je vais paraphraser leur post et je vais envoyer. Honnêtement, c'est un truc que vous pouvez, une fois que tu as une communauté un peu installée, si tu veux garder une certaine constance, justement, pourquoi pas? Il faut s'inspirer des autres. On n'est pas tous la création divine, j'y crois peu, tu vois. Mais faire attention à pas tomber dans OK, j'ai mon petit prompt sur ChatGPT, je lui dis, parle-moi de ce sujet, je copie-colle. Et ben, là, quand même, il faut y penser. Et puis, on le répète encore une fois, l'interaction. Je veux dire, moi, je vous dis, j'interagis beaucoup avec des gens, des posts ou quoi. Une personne, je pense à LinkedIn, quand je prends le temps de commenter un de ces posts, qui plus est, quand j'essaye d'apporter un peu de valeur, donner mon avis, ça me reste dans la tête si dans les jours qui suivent, j'ai toujours pas eu de retour. Tu vois, je me dis, putain, je vois pas l'intérêt de commenter, de partager un truc avec les gens, que les gens se disent, ah grave, j'ai envie de partager avec toi là-dessus, et te dire, bah ouais, mais toi, ce que tu me dis, j'en ai rien à foutre. Je trouve que tu envoies le pire message possible. Ah bah clairement, hein. Bah, de toute façon, t'imagines Mathieu quand tu vas annoncer l'arrivée de ton enfant et t'envoies des messages un peu à toute ta famille, tous tes proches, etc. et que t'as pas de retour. Franchement, ouais, moi les gars, je vous calcule plus, hein. Moi à partir de là, un truc comme ça m'arrive. Les numéros se suppriment automatiquement. Mais t'as raison de prendre des exemples de la vraie vie. C'est comme dans la vraie vie. Quelqu'un vient te dire félicitations ou te parler. En fait, tu te casses pas. Enfin, t'es dans une soirée, quelqu'un que tu connais bien ou pas trop, peu importe, vient te parler. En fait, tu ne pars pas sans lui avoir dit un mot, même si t'as pas le temps. Tu dis excuse-moi. Enfin, mais Ouais. tu réponds aux Il gens. y a des gens, il y a des gens qui font ça, mais on appelle ça des gros cons. Donc, je sais pas si tu as envie c'est un placement assez particulier, on va dire. Non, mais c'est vrai que tu as raison d'en parler. Faut faire attention. C'est des trucs qu'on dirait pas, mais le fait de pas répondre aux commentaires, de pas créer, enfin ouais, de pas être dans l'interaction, ben on pense qu'on est derrière les ordis, donc on voit pas, mais en fait non, c'est des vrais gens derrière, quoi. Donc il y a ce Et principe de réciprocité. Ouais, pardon. ouais, et vraiment, j'y pense aussi. Je donne l'exemple intéressant de même les messages privés. Je sais qu'il y a des 2 salles, 2 ambiances. Moi, j'en ai parlé avec des créateurs de contenu, alors qu'ils sont dans certaines sphères, donc peut-être ils doivent en répondre, en recevoir beaucoup, mais qui eux se plaçaient en disant, c'est pas grave de pas répondre à tous les messages que vous recevez. Honnêtement, je dis ça avec des pincettes je me rends pas compte à combien de messages ils répondent, mais moi, je pars du principe vraiment que quelqu'un prend le temps de m'envoyer un message et je suis dans le jeu de LinkedIn de faire du contenu, d'être visible, j'hésite pas. Parfois, vraiment, c'est peut-être une réponse un peu sèche, entre guillemets, ou un truc, mais je réponds aux gens. Voilà, je trouve ça important. Bah, je pense que c'est le meilleur moyen pour donner envie à la personne de recommenter finalement sur, peut-être sur un autre sujet, peut-être sur les prochains posts. Et tu renvoies une image de mec cool quoi, qui prend quand même du temps. En fait, c'est ça, c'est du donnant-donnant. Tu as pris du temps pour faire ton post. Quelqu'un a pris du temps pour faire un commentaire. Et ben, tu reprends un peu de temps pour répondre à ce commentaire. Alors oui, ça peut être des fois un peu chronophage, mais selon qualité des commentaires. Mais c'est vrai que
Vaut mieux le faire. Vaut mieux le faire. En termes de temps, Victor, tu parlais d'un an sur la chaîne YouTube et de l'exemple d'un Américain qui disait de se retourner un an après. Combien de temps Victor faudrait se Linder. donner pour... ok. Et combien de temps faudrait du coup se donner pour voir des premiers résultats par rapport à une explosion en ligne? J'ai des origines suisses, vous allez peut-être commencer à le ressentir, mais j'ai du mal à donner un temps exact. Par contre, encore une fois, se placer, se projeter. Prenons l'image de, tu as la main verte, tu aimes bien jardiner, tu plantes un arbre. OK, tu plantes un arbre, est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a dit: «Oh là, je viens de planter un arbre, trop hâte là, dans 2-3 jours, je vais me faire des fruits qui viennent de mon jardin, trop bien». Quelqu'un il me dit ça, tu dis: «Mec, c'est quoi? Tu es dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, il y a pas de sujet». Je veux dire, tu es là, non, tu plantes un arbre, tu sais par définition, suivant l'arbre, qu'avant que tu bouffes ce premier fruit, il va se passer du temps et d'ailleurs, si tu t'occupes pas de ton arbre, ben, tu le mangeras peut-être jamais ce fruit. Et ben là, là, c'est pareil. Je veux dire, il y a un moment, il y a pas de suivant votre ADN, ce dont vous parlez de Mathieu en parlait un peu tout à l'heure, il y a des gens qui pètent, des jeunes de 20 ans et ils arrivent et ils ont compris le truc, ils ont le sujet, ils ont la gueule aussi, hein. Il y a plein de trucs qui jouent qu'on ne saurait pas expliquer et pas j'en ai vu, mais ils pètent comme ça. Je pense à un influenceur, sur des sujets de finance, Nicolas Pajot avec qui on a collaboré. Vous pouvez aller voir, le mec, il s'est chauffé, il fait des fiches récapitulatives ultra détaillées autour de la finance. Gars, on a parlé l'été dernier, je vous dis, c'est approximatif, mais il était à 17K LinkedIn. Là, il doit être à 40 ou 50. Quelques mois. Le truc, c'est pam, il buzz. Alors que moi, j'étais à 25 l'année dernière et là, je suis à 25, 26. Mais ouais, juste pour dire que là-dessus, il y a pas, ça peut aller très vite, mais partez du principe que vous plantez un arbre. Ouais, je te prends le baba une seconde pour. T'as parlé de régularité, de temps, de qualité. T'as parlé donc c'est sûr on peut tenir longtemps en faisant du contenu de merde, ça marchera jamais. Donc, mais il y a quand même un truc, c'est que j'insiste sur la régularité parce que aussi il y a un truc, c'est que plus tu postes, plus tu deviens bon. Donc il y a quand même aussi ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est aussi ça, je pense, qui fait que tu as un petit avantage compétitif sur ta nouvelle page LinkedIn, Victor. Parce qu'avec déjà 25 000 abonnés et déjà en ayant bien compris, en fait, tu as lancé une nouvelle page en étant déjà bon quand même. Alors qu'au début, la réalité, c'est que n'importe qui est déjà expert, mais il va faire du contenu un peu moins bon, même s'il est super expert, parce qu'il faut comprendre les codes, il faut ce temps-là quoi, pour devenir à l'aise, trouver son ton. Donc, il y a vraiment cette régularité qui est le truc principal. Moi, je pense qu'il y a montré son visage, je le dis, parce que moi, j'ai mis longtemps, j'ai mis au moins un an et demi avant d'accepter de mettre juste, de montrer ma tête, quoi. Et il y a ce truc-là qui est humain, que j'ai compris après en interviewant pas mal de gens, qui disent qu'il y a un avant-après avant qu'ils aient montré leur tête. Alors, ça ne veut pas dire forcément se faire un selfie ridicule, etc. C'est de temps en temps montrer son visage, être à l'aise avec ça. Ça permet de créer une mémorisation quand même et d'exploser plus rapidement. Ça dépend ce qu'on va appeler péter ou exploser. Hein. Et ensuite, à force, ça c'est un petit peu après, il y a un truc, là on parle que de, comme disent les Américains, de own media, c'est-à-dire le média que je crée moi-même pour moi-même. Mais en fait, une fois que tu parles d'expertise et que tu joues le jeu du réseau, tu peux bénéficier du earn media, c'est-à-dire te faire inviter chez les autres. Là, on est tous les deux dans un live, te faire inviter dans des podcasts, etc. Et ça peut permettre de bien péter aussi. Et ça ajoute aussi, quand tu te fais inviter dans un podcast, tu prends un peu l'autorité de celui qui t'invite, etc. Parce qu'il va partager sur son réseau, va te partager un morceau de son audience. Donc, se faire inviter chez les autres, en tout cas faire des partenariats, souvent ça peut être des podcasts ou des lives comme celui-ci, ça permet aussi d'augmenter sa découvrabilité et d'augmenter son autorité de manière assez rapide. Donc, c'est une bonne stratégie à mettre en place, mais pas au début. Je pense qu'il faut d'abord avoir une petite base. Ouais, effectivement. Et donc, parce qu'on arrive déjà à l'heure, donc c'est passé à une vitesse assez incroyable. On a parlé de pas mal de choses à faire, à mettre en place, les durées, etc. J'aurais une dernière question pour vous. Ce serait quelles sont les erreurs les plus classiques, on va dire, à éviter? Vas-y, Mathieu. Les erreurs classiques, allez, go, je garde le baba. Partir sans avoir posé sa proposition de valeur. Si tu veux vendre un truc, à un moment donné, il faut que
les 3 potes à qui t'en parles aient compris ce que tu vends, quoi. Sinon, ça va être très, très compliqué. Donc, ça veut pas dire qu'elle est parfaite, hein. Tu vas l'affiner dans le temps, mais je pense que c'est, voilà, avant d'envoyer des efforts sur de la communication et du personal branding, il faut que la proposition de valeur soit claire. Parce que l'objectif, là, on est dans un live, l'objectif, c'est de vendre après. Ensuite, avoir une vraie stratégie. Une stratégie, ça peut juste être un sujet et puis un rythme. C'est-à-dire, comme disait Victor, c'est un marathon. Même si c'est une fois par semaine, c'est ça ma stratégie. Et donc, je l'ai défini à l'avance et je m'y tiens, quoi. Et ensuite, je pense aussi que je reprends aussi l'exemple de l'arbre et du fruit. Une erreur, ça va être de vouloir vendre directement dans tes posts et de vendre tout de suite. Ça marchera jamais. Tu vas pas croiser quelqu'un dans la rue qui te connaît pas ou en soirée et tout de suite lui vendre un truc, c'est pas possible. C'est un jeu de répétition, de mémorisation, d'autorité, de tout ce dont on a parlé. Donc vouloir vendre tout de suite et vendre directement dans un post, ça c'est une autre erreur. Rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps. Si se lancer trop tard, en fait vouloir développer, et c'est corrélé, vouloir développer, travailler son personal branding parce que j'ai plus le temps. En fait, attendre d'avoir le couteau sous la gorge financièrement. Par exemple, je suis indépendant. Et là, en fait, j'ai plus de clients, j'ai plus de cash, il faut que je vende. Et c'est maintenant que je me lance. Mais non, c'est trop tard. C'est mieux de commencer à le développer sans avoir le couteau sous la gorge pour justement faire du contenu qui apporte de la valeur, qui est pas trop sales. Et comme on sait que ça prend du temps, voilà, c'est un peu mieux de le faire sans cette pression-là. Et dernière erreur, c'est d'abandonner trop vite, de faire un mois, de faire un post qui fait 500 likes, un deuxième qui fait 300, puis après, t'en fais 3 qui font 20 et tu t'arrêtes, quoi. Et ça, c'est dommage. C'est rare. Et pour pas paraphraser, redire, parce que je suis comme par hasard ultra aligné avec toi, Mathieu, il y a un truc dont on n'a pas trop parlé aussi, c'est faire attention à la posture de sachon. Je me lance dans le contenu, c'est mon expertise, je suis au courant, donc je me mets dans une posture du un peu je sais mieux que les autres, et du coup j'en néglige les feedbacks. Et ça, ultra intéressant, être constamment à l'écoute, même dans le réel, on parlait des interactions sur LinkedIn ou autre, mais vous allez vite voir, hein, moi je connais beaucoup de gens qui ont arrêté de poster parce que leur réseau proche, alors comment il va l'influenceur LinkedIn? Et vraiment, il y en a, ils se braquent, merde, c'est pas que sur l'écran, et certains arrêtent comme ça. Au-delà de ça, c'est au contraire, faut aller chercher ça. Si on vous dit ça, c'est bon signe, puisque vous verrez souvent, parfois, en plus, il y a beaucoup de fantômes sur LinkedIn, hein, cette majorité silencieuse, donc les gens voient vraiment le contenu, et profiter de ces moments-là pour vraiment dire, ah mec, incroyable que tu aies vu, tu as vu quel post, tu te souviens de quoi, de voir comment les gens retransmettent le message. Ah oui, ta vidéo sur machin, j'ai trop aimé le truc de. Moi, ça a été le meilleur moyen de comprendre comment développer au mieux mon personal branding. Eh ben, c'est une belle fin. Il y a juste 2-3 questions. Ou affirmation parfois. Le visage, c'est sur LinkedIn de Cécile. Le visage, c'est avant de penser à exploser. C'est peut-être simplement ajouter de la confiance et du lien, créer du lien. On est entièrement d'accord avec toi. Les gens aiment bien la découvrabilité également. Et du coup, en termes de questions, c'est pour résumer, donc être monocanal au début avec un persona clair, être régulier et avoir une strat à moyen long terme. Est-ce que c'est correct? Parfait. Voilà, c'est tout Erwan le a sa live réponse. résumé en une phrase. Mais pourquoi on a parlé pendant une heure? Mais je sais pas, je sais La pas. prochaine fois, je vais bouffer, moi, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais, Putain, on aurait dû inviter Erwan finalement pour résumer tout ça aussi bien. Ah Et, ouais, vraiment. et un dernier point, c'est bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas pour le webinaire, c'est super intéressant. Je voulais vous demander comment gérer au mieux sa com en début de carrière. Ça, c'est la première partie de question. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parcouru plusieurs secteurs et postes en stage, Walmart, Total Energy, etc. Et maintenant commercial dans une entreprise de restauration, mais il va peut-être rebasculer dans l'agroalimentaire. En gros, il aurait peur qu'un recruteur ou autre ne voit pas ça comme quelqu'un qui s'implique. C'est un sujet de live, ça. Attends, on a quoi, 4 heures pour répondre? C'est quoi Non, là, on a quelques secondes, mais en fait, je pense que si on résume plus ou moins, c'est il a fait pas mal de choses et finalement, même s'il s'implique dans toutes ces choses-là, comment montrer qu'il s'implique finalement, même s'il a fait pas mal de choses complètement différentes, que ce soit des stages ou d'autres petits moments en entreprise.
comment on peut montrer qu'on s'implique vraiment et non pas passer pour quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut finalement et qui potentiellement pourrait montrer qu'il s'implique pas, alors que c'est pas le cas. Faut assumer. Moi, je pense qu'il faut assumer. Il y a une richesse d'expérience. J'ai pas vu le nom de la personne qui pose la question. C'est Tristan. C'est Tristan. Ah oui, c'est ça. ouais, Tristan. Je pense que on est à une époque où changer, faire beaucoup d'expérience, en fait, c'est super. Et en fait, si tu as un discours associé sur le fait que tu cherches ta voie et que je suis sûr, en fait, qu'en se posant quelques minutes, il y a moyen de trouver un fil rouge dans toutes les activités que tu as fait. En fait, je pense que c'est juste de ça, en fait, c'est d'assumer toutes ces activités, de trouver un narratif où, en fait, il y a un fil rouge, il y a un cheminement qui fait que tu as changé d'activité. Et à partir de là, si tu prends la parole, que tu es visible, que tu as ces activités et que tu les assumes parce que tu es capable, finalement, c'est une objection, ta crainte. C'est quelqu'un qui te pose la question que tu t'impliques pas. Mais si tu l'as bossé, cette objection, parce que tu as trouvé un fil rouge cohérent, je pense qu'à partir de là, c'est OK, quoi. Ce serait dommage, en gros, de se priver de toute la puissance du personal branding et potentiellement de ta valeur sur le marché de l'emploi parce que tu as peur de cette question-là. Il y a une étude aux US, j'ai plus la source, qui a montré que les employés, les salariés qui ont un personal branding fort sur LinkedIn, donc qui l'ont travaillé, qui prennent la parole, ont en moyenne des rémunérations 30% plus élevées que les autres. Parce qu'en fait, plus visible, plus d'autorité, donc plus de demandes, donc ils peuvent plus choisir leur employeur. Donc en fait, pour moi, le jeu en vaut la chandelle, quoi, de se creuser un peu pour lever cette objection. Je terminerai sur le fait qu'il y a un recruteur qui te jugerait là-dessus, si j'ai bien compris. Ouais. Putain, ne va surtout pas dans la boîte. change clairement, postule ailleurs. Enfin, je veux dire, les codes évoluent. Moi, au contraire, si quelqu'un, demain, un des meilleurs signaux que je pourrais voir en tant que recruteur, c'est je vais sur LinkedIn et je vois que la personne publie du contenu, raconte un peu ses aventures, m'explique d'ailleurs pourquoi elle a testé tel secteur et elle est passée à un autre. Et là, je me dis, OK, c'est moi qui vais tout faire, qui vais me vendre pour que tu rejoignes la boîte, quoi, vraiment. Ouais, mais bon, là, c'est vrai que ça pourrait être un sujet pour un autre live. Pourquoi ? Parce que les entreprises, on va dire 8 sur 10, je pense qu'ils adorent recruter des gens qui ont déjà fait sous prétexte qu'ils connaissent et ils ont peut-être un onboarding un peu plus rapide, je ne sais pas. Mais je pense que malheureusement, tu as des skills qui doivent tourner en boucle. Et en tout cas, ça, c'est mon avis. Mais ouais, là, si on commence à s'étaler sur ça, personne va déjeuner. Après, moi, j'ai rien de prévu là. Hein, si vous ouais, mais bon, je peux prendre le temps. Je suis pas du tout en train de tomber dans les pommes. Donc, on peut y aller, ouais. J'ai les mains moites, je commence à suffoquer. Super. En tout cas, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, même si on avait toujours 1001 questions. Faut bien il y a que une ça s'arrête. dernière question, non, Marine. Il y a Marine qui a une question. Ouais. Est-ce que c'est vraiment possible de faire du personal branding pour une autre personne, des tips? Parce que Marine s'occupe du personal branding du cofondateur de sa boîte. Super intéressant. Ouais, super intéressant. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré. J'étais chez Iconoclast et je m'occupais du personal branding de toute l'équipe et notamment Marie qui détestait poster sur LinkedIn. Et donc, et aujourd'hui, j'aide mes clients à le faire. Donc, oui, c'est possible. En revanche, le truc, c'est que ça marchera mieux et ça marchera toujours mieux si la personne, quand même, elle va s'impliquer. C'est-à-dire, en gros, tu peux l'aider à se positionner, à lui faire ses posts. Mais à la fin, la personne, on en a parlé, il va falloir qu'elle réponde aux messages, qu'elle joue le jeu des commentaires et du réseau, qu'elle se connecte. En fait, la partie sociale, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit possible de le faire pour quelqu'un d'autre. Et le patron ou la patronne, le cofondateur de ta boîte, à un moment donné, s'il mouille le maillot un petit peu, s'il se rend accessible, en plus, c'est une super opportunité parce que souvent, les gens, ils veulent, je sais pas ce que vous vendez, hein, mais souvent, les gens, ils veulent s'adresser au cofondateur. Donc, c'est un peu dommage si lui, il s'en occupe pas. Je pense que c'est une opportunité perdue. C'est un peu dommage de faire la moitié du chemin, quoi. Donc, il va falloir qu'il mouille le maillot sur la partie réseau.
J'insisterai sur le truc. Je pense également que c'est possible, mais que la personne type fondateur CEO, bref, qui veut déléguer ça, elle soit consciente que ça fonctionne pas si juste tu délègues. C'est quoi qu'il arrive, tu dois donner du temps, tu dois passer du temps avec la Ouais. personne qui va écrire pour qu'elle comprenne, qu'elle arrive à retranscrire ton style, qu'elle comprenne bien ce dont tu veux parler, qu'elle soit pertinente dans les sujets, et que du coup, les personnes qui lisent se disent, c'est vraiment la personne. Une plume, on dit copywriter maintenant pour utiliser des grands termes. Les C'est un Américains. métier vieux. Encore Victor Linder, c'est un métier vieux comme le monde. Donc évidemment que ça se fait. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de boîtes qui le font en mode j'ai rien contre les personnes en stage ou en alternance, mais c'est vraiment les profils de oh bah je vais me prendre quelqu'un en alternance qui va me faire mes posts. Non mais un alternant peut très bien le faire, mais si tu le dis en mode allez, tiens, fais des posts, c'est mort. Par contre, si tu te mets un bon process et tu te dis à X temps, allez, chaque début de semaine, on prend 1 heure, 2 heures ensemble et juste je lui parle, je lui explique un peu ma vision et la personne est capable de retranscrire ça, ça peut être bingo, ouais. Bah, parfait, hein. Une vraie réponse. Mais c'est vrai que tout le monde se pose ce genre de questions. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un fossé quand tu rencontres en vrai la personne entre ce qui est dit sur LinkedIn ou sur ses posts et l'échange que tu as avec elle? Vous avez déjà ressenti, vous, un problème comme ça c'est pas corrélé entre tout ce qui est écrit, comment c'est écrit et comment est la personne en vrai? Est-ce qu'il y a besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive ces posts pour trouver des gens complètement différents dans la vraie vie entre les messages qui sont dits Il y a 2-3 mythos, ça c'est sûr. Là, on peut tirer, on peut y aller, hein. Ça y est, moi, les chargeurs Non, mais sont pleins. carrément, il y a toujours le paraître. Il y a toujours enfin, alors ça, c'est un autre truc. C'est que, oui, il peut y avoir des personnes, mais moi, je dis très personne, mais il y a des gens que je connais en perso et que je vois poster sur LinkedIn. Et clairement, ils jouent à un jeu. Mais enfin, on joue tous un jeu à partir du moment où c'est conscient. Enfin, faut que ce soit conscient. Mais moi, je suis pour quand même. Et dans mes clients, dans mon approche à moi avec mes clients, je suis pour le fait qu'il y ait un bon alignement entre qui tu es vraiment, tes valeurs et le message que tu veux porter et ce qui ressort vraiment. Si tu es désaligné, à mon avis, ça tient pas forcément dans le temps, quoi. Ouais, Mais on est d'accord. je peux citer personne, c'est compliqué de mettre des exemples. Donc, Non, mais on pas a tous nos biais. Après, on a vous tous voulez nos pas biais, hein. d'exemple. D'où l'importance du feedback, ce que disait Victor tout à l'heure. On a tous nos biais. Moi, parfois, dans mes posts LinkedIn, en fait, j'ai pas de recul. Et donc, parfois, c'est important aussi que mes potes se foutent un peu de ma gueule ou autre, parce que ça me permet de dire, ah oui, tiens, là, je suis allé peut-être. Tu vois, il y a toujours une limite comme c'est de la communication, que tout est très amplifié, etc., à quel moment je deviens une caricature de moi-même ou pas, tu vois. Et il y a toujours ce jeu-là, tu vois. Donc c'est important aussi de prendre du recul. Et je pense juste d'avoir un pote. Moi, je fais ça avec mon pote Ali. C'est-à-dire qu'on poste, mais on se relit nos posts, on se dit ce qu'on en a pensé, tu vois, un petit vocal de 30 secondes de WhatsApp. Ça permet de rester un peu les pieds sur terre, quoi, de dire, ah putain, la mec, t'as déconné, là, t'es allé un peu loin. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette vue impartiale, en tout cas, cette vue extérieure. Toi, Victor, il y a un modérateur qui te Je colle des suis, filtres avant que tu postes ou pas du tout? Ouais, parce ouais, que je suis en hypoglycémie, donc j'ai rien capté à la question. ah. Ah, blague à part, moi, et je suis content parce que qu'on parle de ça, j'y pense. Là, en ce moment, je suis à Bordeaux et j'ai rencontré des mecs super sympas et qui sont, je pense à Samuel Leduc qui est à côté de moi là au moment où je vous parle et on s'était jamais rencontrés dans la vraie vie encore. Et Sam, il m'a vu un des premiers trucs qu'il m'a dit après qu'on ait un peu parlé, il me dit, mec, ça fait plaisir, t'es comme dans tes vidéos. Et moi, je sais, je dis pas qu'il faut, mais moi, c'est super important pour moi d'être ultra authentique, sinon j'y arriverai pas, tu vois, de jouer le jeu. Donc moi, j'y vais, je dis pas que c'est la meilleure strat, mais j'y vais en étant vraiment moi-même, comme ça, j'arrive à le faire régulièrement. Et au final, c'était peut-être un des meilleurs retours qu'on puisse me faire, que quelqu'un qui me connaissait pas ou qui me connaissait que de l'internet puisse me dire t'es comme dans tes vidéos, c'est-à-dire que moi, dans mon ADN, je veux être authentique, case authentique validée, hop, et on a bu une bière du coup. Ouais, c'est vrai, hein. Non, mais en plus, c'est exactement le premier truc que je t'ai dit quand je t'ai vu sur Lyon. Et on n'avait pas forcément plus échangé que ça. Et on s'est bien marré C'est vrai. pendant une journée. Ouais, franchement, on s'est vraiment bien marré et ça fait plaisir en fait. Finalement,
puis c'est là que tu gardes du lien, etc. De ouf. Vraiment. Bon, ben voilà. on arrive à la L'alignement, fin. les gars. Ouais, l'alignement. L'alignement. Et le plat du jour aussi. Et le plat du jour. Pardon. Voilà. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu présent à Merci cette à tous. invitation. Pour Merci la pour valeur, l'invite, merci merci pour tout le tout. monde. Puis Ouais, bon appétit à tous. Ouais, bonne app. À plus. Salut. Bon après-midi. À bientôt. Ciao, bon Salut, après-midi. salut. Bye. Bye. Ciao, ciao.